En 1499, dans le petit village castellan d'Herrera del Duque, la petite Inès Esteban, 10 ans, avait commencé à émettre des prophéties. Celle, entre autres, que le Messie reviendrait sur terre dans la prochaine année et qu'il renaîtrait parmi les hommes dans les rangs des conversos, les juifs convertis à la chrétienté. La communauté des conversos n'était pas bien vue dans les royaumes de la péninsule ibérique. On les accusait de feindre leur dévotion et de poursuivre leurs pratiques païennes en cachette. Les prophéties d'Inès Esteban ont insufflé un nouvel espoir dans cette communauté, en amenant plusieurs à se réconcilier avec leurs racines juives. Cependant, l'année suivante, lorsque la prophétie tarda à se réaliser, le tribunal de Tolède amena la jeune Inès ainsi que tous ceux ayant cru à ses dires à comparaître pour hérésie. Bien qu'elle n'ait été qu'une enfant, elle fut brûlée dans une autodafé en 1500, l'une des très nombreuses victimes de l'Inquisition. Bienvenue tout le monde à cette pleine lune de septembre et aussi, il s'avère, à ce jour de vérité et réconciliation du Canada. Bonjour Sabrina, comment ça va? Bonjour Simon, ça va bien, ça va super bien. Et oh là là, quel sujet qui nous attend aujourd'hui, qui Un sort quand gros. même un peu de tout ce qu'on a déjà couvert pour les gens. Sors mais orbite autour parce que c'est quelque chose qui est, on en a déjà parlé surtout avec les sorcières, on a dit Très beaucoup de choses. omniprésent. Oui, de Oui, quoi on parle aujourd'hui Sabrina? on parle de l'Inquisition. The Inquisition, what a show. The Inquisition, here we go. We know you're wishing that we'd go away. But the Inquisition's here and it's here to stay. Oh boy, the Inquisition, what joy. The Inquisition, oi, oi. Oui, personne ne s'attend à l'Inquisition espagnole, sauf nous autres. Euh, Notre et, petite référence à Monty Python pour les gens qui ne connaissent pas. et oui, le mime maintenant célèbre, rendu célèbre par Monty Python. Didn't expect a kind of Spanish Inquisition. Nobody expects the Spanish Inquisition. Quel sujet spécial! Premièrement, parce que c'est pas vraiment un monstre, c'est une vraie institution humaine qui a existé et qui persiste encore sous une forme différente aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est pour toi, Sabrina? Et pour moi, et là, là, je vais mettre un petit disclaimer pour toutes les personnes qui pourraient être croyantes pour cet épisode, parce qu'on va peut-être un petit On, peu on- bâcher la religion, on va là. en brusquer plus d'un. On va brusquer, ouais, on va pas bâcher la religion, mais on va dénoncer certaines affaires qui se sont réellement passées. Pour moi, l'Inquisition, ça a été un peu la découverte du côté sombre de la religion. J'ai découvert ça à l'adolescence avec en me documentant beaucoup sur les faits historiques, les documentaires et toutes choses comme ça. Fait que je dirais que ça a été un peu le début de la fin dans mon côté pas vraiment croyant, là, mais en tout cas, ça a été un peu je me suis bien détachée de l'Église après avoir m'être documentée sur ce qui a été fait par l'Inquisition. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis là, mais Oh oui, je pense que c'est ça. ça a C'est- du c'est- sens. Mais j'ai pas un gros attachement. C'est comme un sujet, c'est comme mon sujet le moins préféré, je te dirais, jusqu'à maintenant. Ah Euh, oui. ben, c'est que j'aime pas ça, jaser de religion dans la vie. Fait Ah, que c'est OK. vraiment personnel, là, mais tu sais, c'est intéressant, là, c'est ça. Je trouve que c'est un monstre autant qu'il a fait beaucoup de ravages, qui pour moi est extrêmement beige dans, je sais pas, dans sa couleur. Je sais pas comment dire ça. Ah Beige ben, soutane, ah ouais. Sabrina, j'ai l'honneur de t'annoncer qu'on est exactement aux antipodes sur celui-là, parce que moi, Parfait. j'adore ce sujet-là. C'est un sujet, en fait, qui me fascine énormément. Je pense qu'à chaque fois qu'on imagine les dérives de la religion vers quelque chose d'autocratique, puis d'extrême, de fanatisme, je pense qu'à quelque part, en Occident, en tout cas, on imagine immédiatement l'Inquisition, peut-être même plus spécifiquement l'Inquisition espagnole, parce que c'était la plus spectaculaire. Euh, mais moi, pour moi, c'est dans ma vie depuis très, très, très longtemps. Puis je pense que ça a toujours été accompagné d'une espèce de filtre terrible,
mais badass. Je sais pas comment dire ça. Ouais, je comprends. J'ai comme grandi dans un univers qui entourait le jeu de rôle puis tout ça, puis on n'est jamais vraiment loin de ça. Et moi, ça a été une lecture très, très intéressante pour moi pour l'Inquisition. Faut que je dise aux gens à la maison, aujourd'hui, on a un très, très court laps de temps pour enregistrer, mais on va essayer de cramer le plus d'informations qu'on peut dans très, très peu de temps. Alors, s'il vous plaît, soyez patients avec nous. Accrochez-vous. Accrochez-vous parce qu'on va commencer tout de suite Ouais. with the origins. Comment ça commence l'Inquisition? Ça commence en France au milieu du 13e siècle. Il y a déjà en place quelques espèces de systèmes de justice locaux liés à la religion, mais vraiment avec la constitution du tribunal catholique de l'Inquisition. Alors vraiment, l'Inquisition, quand on parle de l'Inquisition au début, on parle d'un tribunal, on parle vraiment d'une institution religieuse qui est constituée essentiellement pour débusquer les différentes formes d'hérésie. Ça commence en 1252 environ par l'édit d'Innocent IV. On en a déjà parlé d'ailleurs dans l'épisode sur les sorcières, qui autorise les inquisiteurs, dans le fond, les membres du clergé qui doivent débusquer les cathares, les autres sectes de catholiques qui sont un petit peu trop déviantes par rapport au mainline catholique. Les Cathares notamment, les Vaudois aussi en Italie. Les Vaudois, les Cathares. Ça, cette région-là, le Languedoc puis le nord de l'Italie, c'est vraiment là que ça se passe au début. Ouais, tout ce qui n'était pas orthodoxe, catholique, c'était des hérétiques. C'est ça. C'était des déviations du catholicisme. Mais c'était encore du catholicisme. Moi, ça m'a surpris, ça, quand j'ai lu ça. Et donc, le mot d'ordre est lancé par le pape Innocent IV en autorisant les inquisiteurs. À l'époque, on utilisait ce terme-là pour dire enquêteur. C'est la même chose, un enquêteur et un inquisiteur. Mais avec cet édit-là, on les autorise à utiliser la torture. Et ça, c'est le début des histoires d'horreur qui gravitent autour de l'Inquisition. Oui, on pourra reparler de torture aussi plus tard. Oui, et donc, c'est ça. Le premier inquisiteur en règle, le grand inquisiteur, devrais-je dire, parce qu'il y en avait un qui chapeautait tout ça, c'était Robert le Bougre, premier inquisiteur du Languedoc, donc Toulouse et Carcassonne, particulièrement fréquenté par les cathares. Et il y a plusieurs noms qui ressortent tout au long de l'Inquisition. Je peux-tu en nommer quelques-uns au passage? Ah oui, vas-y, parce qu'on va falloir les ébruiter. Il y en a des particuliers. Oui, puis on s'entend, l'Inquisition est très large, là. On a Thomas de Torquemada, qui est l'une des figures les plus emblématiques de l'Inquisition espagnole. Oui, dans mes notes, j'ai marqué The Big Bad. The Big Bad, oui, c'est ça, qui a été nommé Grand Inquisiteur d'Espagne en 1483 par les rois catholiques, rien de moins. Oui. On a Bernard Guy, un inquisiteur dominicain français du 14e siècle qui a été connu, entre autres, pour son manuel appelé le Manuel de l'Inquisiteur, qui a servi de guide pour tous les inquisiteurs de son époque. Oui, qui a la plus grosse fiche de condamnation pour un inquisiteur. Il y a 632 condamnations, juste lui. Ouais. Donc, voilà. Heinrich Kramer, qui était un inquisiteur allemand au 15e siècle, connu aussi pour le fameux Malleus Maleficarum dont on a parlé aussi, le marteau des sorcières, qui est un ouvrage qui expliquait là, comment se débarrasser des sorcières, des hérétiques. C'est un livre qui a contribué vraiment beaucoup à la chasse aux sorcières en Europe. Énormément. Il faut savoir que l'Inquisition, à la base, ça ne se voulait pas être une institution qui a du pouvoir. Ça se voulait être une assistance au système de justice local. D'ailleurs, la majorité des histoires d'horreur et d'exécution publique, c'était généralement assumé par la justice locale. C'était pas l'Église qui le faisait. Mais avec les années et le fanatisme aidant, c'est devenu de plus en plus directement l'Église qui faisait ces choses-là, d'où le problème de se faire confier l'autorité d'utiliser la torture.
Oui, par ailleurs, le pape Paul III a joué un rôle vraiment important aussi dans la transformation de l'Inquisition. Oui, puis Euh, d'ailleurs, attachez-vous parce que des papes, il y en a en tabarouette dans l'histoire de l'Inquisition. oui, 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 tout à fait. Et Oui. je tiens à dire, si on va séparer, moi j'ai fait une espèce de division des époques OK. de l'Inquisition. La première, qu'on appelle l'Inquisition médiévale, qui est celle-là qui a commencé en France avec Bernard Guy, avec Robert le Bougre, tout ça. Et ensuite, on bascule dans vraiment plus la chasse aux sorcières, qui, elle, est dans les régions plus au nord en Allemagne, dans ce qui est devenu l'Allemagne. Et là, c'est vraiment Heinrich Kramer et beaucoup de superstitions. Et ensuite, on va dans l'Inquisition espagnole, puis à la fin, l'Inquisition romaine, qui est le dernier pilier de l'Inquisition. Ouais, Mais, c'est bon. commençons. On a parlé déjà de l'Inquisition médiévale. Allons tout de suite aux sorcières. Hmm. Euh, tu as parlé de Heinrich Kramer. Moi, j'ai appris beaucoup de choses en lisant à son sujet et j'ai appris beaucoup de choses en lisant au sujet de la chasse aux sorcières parce que moi, dans ma tête, c'était la même chose. L'Inquisition et la chasse aux sorcières, même bébite. Mhm. Mais j'ai appris qu'il y avait une grande différence entre les deux. Euh, Absolument. puis d'ailleurs, je m'apprête peut-être à contredire des choses que j'ai dit déjà dans l'épisode sur les sorcières. Ah ben Euh, c'est correct. On revalide constamment les informations. Puis pour les gens à la maison aussi, des fois qui nous écrivent des petites coquilles en commentaire et tout, on est très à l'écoute. Donc, ça prouve qu'on évolue puis qu'on continue de se documenter. Oui, oui, on vous lit. Hein. Quand vous nous faites des commentaires, là, on les prend puis on se rectifie par la suite. Euh, Yes. puis donc, ce qui se passe avec le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, écrit par Heinrich Kramer, c'est qu'il n'a jamais été reconnu comme un guide. Il n'a jamais été accepté par l'Inquisition, malgré ce que Heinrich Kramer lui-même a prétendu durant sa vie. C'est le manuel, le Malleus Maleficarum, qui est le marteau contre les sorcières, c'était l'espèce de guide, comme tu as dit, l'espèce de guide de la chasse et de la prosécution, appelons ça de même, des sorcières pour leur faire cracher le morceau. Parce que ce que l'Inquisition avait besoin pour pouvoir condamner quelqu'un, c'était d'une confession. Ils avaient besoin que la personne admette ses torts. Et s'il ne l'avait pas, ils ne pouvaient pas vraiment la confier à la justice locale. On se rendra compte par la suite que c'est vraiment pas la meilleure façon d'opérer parce que ça fait en sorte que vous allez loin pour obtenir une confession. Ah oui, et par la suite, ils ont tellement trouvé des techniques un Mm. peu plus boboches, du genre, on va t'examiner tout nu, puis si tu as une tache de naissance bizarre, t'as la marque du diable et t'es une sorcière ou un sorcier. Alors, hein, on va loin dans les raisons de condamner quelqu'un. Oui, et moi, je connaissais ça, mais je me suis dit, parce que la chasse aux sorcières, c'est vraiment associé au nord de l'Europe. Donc, dans les États germaniques, le nord de la France, l'Angleterre, tout ce coin-là, c'est la Pologne, c'est toutes les régions où il y a eu beaucoup plus de chasse aux sorcières très actives. Et je me suis dit, mais pourquoi là? Qu'est-ce qui fait que le monde a peur des sorcières plus là? Et il y a une théorie qui veut que c'est qu'au 15e siècle, la Terre a passé à travers un mini-âge glaciaire, une mini-période glaciaire qui fait que les récoltes, la température, tout était, tout était nul. Il n'y avait rien qui marchait. Les récoltes mouraient. Il y avait la famine qui se promenait un peu partout en Europe. Et c'était très facile de basculer dans la superstition parce que c'est quelque chose sur lequel personne n'avait de contrôle. Ajoutez à ça la rentrée par la suite de la peste. Et là, vraiment, tout le monde s'est mis à accuser. Tout le monde dit c'est toi qui as amené ça, c'est toi qui participes avec le diable. Et c'est vraiment ça qui a mis le feu aux poudres des superstitions et qui a fait en sorte qu'on a voulu mettre en place un tribunal de l'Inquisition spécifiquement pour les sorcières. Maintenant, ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a jamais eu de tribunal de l'Inquisition spécialement pour les sorcières. Il y a une demande qui a été faite mais ça n'a jamais eu lieu. Ah Tout a ben, été fait à l'échelle locale. Il n'y a jamais eu de tribunal officiel de l'Inquisition. Ça a été refusé à toutes les étapes.
Par contre, ça n'a pas empêché des inquisiteurs locaux de se lancer dans la persécution et la prosécution de plusieurs personnes, particulièrement des femmes. Misogynie ambiante n'aidant pas, et surtout le fait que dans une période où les savoirs sont dans les mains de l'Église et que l'Église les garde jalousement, ben, si tu as besoin d'éducation, si tu as besoin de médecine, si tu as besoin de quelque chose, tu as besoin des savoirs qui sont détenus par les grands-mères, par les Oui, personnes ben qui... on en a parlé dans l'épisode des sorcières que à la base, les sorcières, c'était des grands-mères, des femmes guérisseuses qui connaissaient les plantes, qui connaissaient Oui, la nature, et c'était démonisé parce que ça faisait que tu n'avais pas besoin d'aller chez le médecin, tu n'avais pas besoin. C'était des remèdes maison, finalement. Tu sais. c'est des remèdes maison et ça faisait en sorte que finalement, tu n'étais plus à l'église. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis tu reviens puis tu es en santé. Qu'est-ce que tu as fait? Dirais-je. Qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi toi, tu serais en santé alors que moi qui vais assister au sermon ennuyant toutes les semaines, je vais Ben, être. Ouais. tu vois, là, plus on en parle de ce sujet-là, plus je comprends pourquoi je l'aime pas. Hmm. C'est que, c'est que l'Inquisition, pour moi, c'est des vieux bonhommes habillés en prêtre qui utilisent la religion comme une excuse pour prendre le pouvoir de tout. Ça me gosse. Ben, si on est pour parler de ça, allons dans le vif du sujet et parlons de l'Inquisition espagnole. Oui, cette fameuse Inquisition espagnole qui est beaucoup plus qu'une blague de Monty Python. Ah, énormément plus! Énorme. Oui, c'est bien, c'est peu dire. Alors, l'Inquisition espagnole, ça, c'est là que la proverbiale merde frappe le ventilateur, Oui, parce que vraiment, ça commence en 1472, donc un peu avant la découverte des Amériques. C'est une notion importante, vous allez voir. Et c'est par un édit de Sixte IV. Sixte, c'est son nom, 4, c'est son numéro. C'est un autre pape qui va autoriser le roi Ferdinand et la reine Isabelle de Castille à aller déployer tout le pouvoir de l'Inquisition sur les royaumes qui allaient devenir l'Espagne, dans le but avoué de chasser les hérétiques et les faux convertis. oui, Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'en Espagne, plus que partout ailleurs à l'époque en Europe, il y avait une grande population juive et une grande population maure, donc une grande population musulmane. Et il y avait une espèce de cohabitation incertaine. Et comme les souverains étaient eux-mêmes très catholiques, ils voulaient eux autres établir un État catholique. Et là, ça a vraiment mis le feu aux poudres parce mm, qu'ils ont nommé Thomas de Torquemada en tant que grand inquisiteur. Et Thomas ouais. de Torquemada, pourquoi c'est le big bad dans cette histoire-là? C'est que lui, il a décidé, non, 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 on ne peut pas juste avoir un tribunal d'inquisition à Séville. Il faut avoir des tribunaux dans tout l'Empire espagnol. Ouais. Puis l'objectif était vraiment de persécuter les Juifs, les musulmans, n'importe quel autre groupe, regroupement qui aurait d'autres idées que des idées religieuses qui correspondent Exact. aux leurs. Donc, Et voilà. c'est On ça parlait de qui... conversos et de morisques, beaucoup, beaucoup. Oui, des conversos et des Donc, moriscos, qui sont des juifs ouais. convertis et des morts convertis, dans le fond, moriscos. Euh, et le grand problème avec l'Inquisition espagnole, plus que toutes les autres inquisitions, c'est que l'Inquisition espagnole, contrairement au mix de Monty Python, avait annoncé sa venue tout le temps. Ils C'est pas annonçaient ce qu'ils qu'ils allaient ont annoncé. arriver. Ils disaient, Personne ne les attend, mais ils se sont vraiment tout annoncés. le monde les attend. Ils disent qu'ils vont être là. Ils annoncent leur venue dans 40 jours. Ils offrent une période de grâce de 40 jours. Et dans ces 40 jours-là, vous avez 40 jours pour confesser vos hérésies à moindre coût. Donc, vous allez peut-être vous en sortir avec des chapelets, vous allez peut-être vous en sortir avec euh, une toute petite pénalité. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas au bout des 40 jours, ça prend juste quelqu'un qui vous dénonce pour quelque raison que ce soit et vous êtes passé à sac. On vous traîne devant les inquisiteurs, on va probablement vous torturer. Oui, Euh, parce qu'à l'époque, on s'entend, puis il y a eu des fausses accusations, il y en a eu, mais en beaucoup. masse. Mais dans la
le code d'éthique des religieux. Quelqu'un qui est fidèle, qui va à l'église, qui est bien assidu, pourquoi il mentirait? Hein? Il va dénoncer les bonnes personnes. Et ça, ma foi, ça a ouvert une porte pour de la supercherie au pouce carré et des fausses accusations, là. En veux-tu, en voilà. Et oui, Malheureusement. et tu sais que c'est-tu la meilleure? C'est que pendant les 40 jours de la période de grâce, il y a bien du monde qui était ni des convertos ou des conversos, pardon, ou des moriscos qui allaient se confesser immédiatement. Parce que c'était bien mieux de confesser tes hérésies tout de suite puis d'être Ouais, noté comme bon, il a confessé ses péchés, plutôt que d'attendre que quelqu'un qui t'aime pas je t'accuse dénonce. Mm. ou juste t'accuse. C'est pas obligé d'être vrai. Ça pouvait être des fausses accusations. Souvent, les personnes qui étaient accusées n'avaient aucune idée qui les avait accusées. T'étais, Absolument. t'étais protégé si t'allais juste stouler du monde pour rien, juste parce que tu voulais qu'il leur arrive de quoi. Ouais, parce que tu veillais un peu à l'ordre, si on veut. Mais Mais oui, bon. tu passais pour une bonne Oh. personne. Tu contribues à la propagation de l'État catholique. Mhm. Et on parle de l'Inquisition espagnole, mais on s'entend, c'est en Espagne et sur tous les territoires occupés par l'Espagne, ce qui Oui, implique l'Afrique et même le Chili, le Mexique, les différents. Il y a eu des inquisitions un peu partout dans le monde à cause de l'Inquisition espagnole, qui, elle, a pris de l'ampleur, énormément d'ampleur. voilà. Euh, Et voilà. Ouais, c'est ça. Mais la dernière chose que je veux dire à propos de... On y aurait beaucoup de choses à dire, Ah oui. mais les deux dernières choses que je veux dire à propos de l'Inquisition espagnole, euh, c'est pas... Il n'y avait pas tant d'exécutions publiques que ça, mais il y en avait. Puis il y en a eu plus dans cette période-là que dans toutes les autres, tout le reste de l'existence de l'Inquisition. Il faut dire que c'est 350 ans, l'Inquisition espagnole. Ça a été signé par Isabelle de Castille I et ça a été fini par Isabelle de Castille II. Et c'est entre les deux, il y a eu 350 ans et entre 1000 et 2000 morts. Certains estiment peut-être jusqu'à 3000, jusqu'à 30 000. Ah. Ouais, c'est difficile de garder le compte. Mais une des affaires qui faisait que l'Inquisition espagnole était connue à travers l'Europe à cette époque-là, c'est ce qu'on appelait les autodafés. Et si vous connaissez ce mot-là, vous savez que ça veut dire quelqu'un qui se met le feu. Une autodafé, c'est quelqu'un qui se auto-met en feu. Mais à l'époque, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire un acte de foi. Auto, acte, des faits. Mais c'est Acte de encore un foi. peu ça que ça veut dire quand tu penses au. Là, moi, c'est l'image qui me vient en tête, c'est les moines, là. Oui, ben, c'est les moines qui se mettent. C'est ça, c'est un acte de foi. C'est un acte de profession de foi. Je crois tellement en ce que je sais que je vais endurer la douleur de la mort par feu. Mais Wow. ça, c'était quoi à l'époque de l'Inquisition espagnole? Ben, c'était simplement de faire la procession. C'était le show. C'était le tribunal public Mhm. avec les accusés qui étaient amenés vers l'avant, qui se faisaient déclarer leur sentence devant des fois des foules de centaines de milliers de personnes. Et des fois, il y avait des châtiments qui étaient spectaculaires. Vous pouviez vous faire donner la robe de l'hérétique que vous étiez obligé de porter. Puis là, tout le monde vous pitchait des affaires. Eh Euh, oui, classique. et l'ultime, c'était la... Attends, faut pas que je le massacre parce que c'est le terme officiel qui a été utilisé. Euh, relaxado en persona. Relaxado en persona, ça sonne chill, ça sonne tranquille, comme Ça sonne forfait spa, mais c'est tout, ça sonne tout forfait spa, ça. relaxé tout seul, tranquille en personne. Mais relaxado persona, ça veut dire le relâchement de l'âme. Ça veut dire C'est que là, ça. on vous mettait en feu. Et c'était la pire affaire qui pouvait vous Bon. arriver. Et quand ça arrivait, il les faisait tout en même temps, pendant l'autodafé. Et là 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 là. Et c'est ça. Alors, ça, Et c'est l'image qu'on a de l'Inquisition, c'est celle-là. oui, c'est ça. C'est pas reposant, on va se le dire. Et c'est pas reposant du tout. Je veux juste dire quelques petits derniers mots Des sur tips. l'Inquisition romaine, qui est la dernière période avant le 20e siècle, finalement, où là, l'Inquisition a été transformée vraiment dans un bureau au Vatican et pas juste dans une grande enquête menée par l'Église. L'Inquisition romaine, elle,
Sa cible de prédilection, c'était les protestants. Donc, elle a été mise en place pour faire face au schisme, donc romaine parce que romain catholique et anglais protestant. Et le but était, encore une fois, de trouver de débusquer des protestants qui se faisaient passer pour des catholiques. Donc, ça devient de plus en plus la même gang. Ça devient de plus en plus Ah, mais toi, peut-être que t'es pas vraiment un catholique. Les critères sont de plus en plus flous. Et c'est sans doute ce qui fait que l'Inquisition a perduré pendant aussi longtemps, c'est que ils essayaient de se donner des airs de scientifiques, mais vraiment, ça s'alimentait purement de superstition. Et ils avaient des espèces de critères très, 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 très stricts dans l'Inquisition, mais ça contribuait tout le temps à faire un espèce à essayer de trouver une séparation entre un catholique pratiquant et un catholique pas clair, un hérétique, ce qui était tellement laissé au jugement des inquisiteurs que il était là le monstre, en Ah fait. ouais. Et là 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 là. On serait rendu à parler de la science. La science! Mais je peux-tu sourciller un peu parce que de quoi qu'on va parler? On va parler de qu'est-ce qui arrivait quand tu étais accusé. Oh boy, ça va être joyeux. Ça va être joyeux, mais c'est pas la première fois qu'on parle de sujets joyeux, hein? Ça fait partie des monstres aussi. Alors, bien sûr, les techniques, lorsque quelqu'un était accusé et ne voulait pas avouer, c'est certain. La meilleure technique, c'est parfois la torture. Donc, dans les méthodes les plus effroyables qui sont employées par l'Inquisition pour faire, ben oui, tu as été accusé, alors on va, si t'as rien à te reprocher, je sais pas, il y a quelque chose, il y a un miracle qui va te sauver. Moi, j'ai jamais compris ça. Je me dis, les techniques de torture, il n'y avait aucune façon de s'en sortir. Non, et en fait, il y a plusieurs inquisiteurs eux-mêmes qui ont dit toutes les confessions que tu obtiens à partir de la torture ne valent rien. C'était souvent quelque chose qui était décrié par l'Inquisition. Il dit si Oui. on torture, c'est fall-ball, tout le monde va confesser. C'est ça, ben exactement. Puis de toute façon, ça a été prouvé à travers les âges et l'histoire que les techniques les plus efficaces n'impliquaient pas de douleur, hein, pour faire avouer quelqu'un pour de vrai. Sinon, n'importe qui va s'inventer quelque chose à avouer. Alors, parmi les méthodes de torture classiques les plus répandues par l'Inquisition, on pouvait inclure la pendaison par les pouces. Wow. L'étirement, donc écartèlement sur un chevalet, la bastonnade, le supplice de l'eau, donc l'accusé était aspergé d'eau pour simuler la noyade, la noyade, ça a un nom, là. Oui, ils appellent ça à cette heure du waterboarding, mais Waterboarding, quelque chose qui a l'air d'un sport a priori, mais qui ne l'est pas du tout. Ouais. Donc ça, et ben, plein d'autres méthodes cruelles, mais ça en fait partie, donc c'était pas super jojo, on va se le dire. Sinon, il y a des techniques un petit peu plus soft, hein, donc t'emprisonner. Donc, incarcérer les condamnés avec des conditions épouvantables, du genre des longues périodes sans nourriture, isolement, privation de sommeil aussi parfois. Donc, les pressions psychologiques ensuite qui étaient assez répandues. Alors, à part les souffrances physiques, c'est ça, on pouvait utiliser des tactiques pour inciter les accusés à avouer. Ça pouvait inclure des menaces, des peines plus graves, des promesses de clémence en échange d'aveux. C'est vraiment de la belle manipulation émotionnelle. Ou juste carrément de l'intimidation. Hein? Voilà. Sinon, des menaces pouvaient être faites aussi contre la famille. Si tu n'avoues pas, on s'en prend à ta famille. Fait que les inquisiteurs n'hésitaient pas à menacer la famille des accusés pour les contraindre à avouer, on va se le dire. Puis spécialement dans le cas des morts, des protestants, des juifs, si vous êtes coupable, ça veut dire que votre famille au complet l'est probablement. Ça veut dire que là, ça devient, vous allez-tu prendre le blâme pour éviter qu'eux autres soient accusés? Tu sais, c'est comme ça. Ben, c'est ça. Puis les accusés savaient aussi que leurs proches avaient des chances d'être arrêtés pour être accusés d'hérésie. Alors, tu avais intérêt à avouer si tu voulais sauver tes proches. Puis, je suis tombée sur un terme que je n'avais jamais vu, que je trouvais sympathique. Ben, sympathique. En tout cas, hein? Aussi sympathique que des tortures et étymologiquement sympathique, car le reste, ça reste des magouilles pas super, qu'on appelle les procédures opaques. Donc, c'est des procédures judiciaires de l'Inquisition qui étaient
par en dessous, évidemment. C'est un peu ça le concept de opaque. Donc, pour que les accusés n'avaient pas toujours accès à un avocat pour se défendre, alors de leur donner, les talonner à coups de, d'accusations judiciaires, ça pouvait faire qu'ils se ramassaient avec des accusations surprises pour des choses qu'ils n'ont absolument pas fait. Et puis, ben, comme il n'y avait pas l'argent pour se payer un avocat, ben, tant pis. Alors que c'est ça. C'est ça. C'est vraiment rare. C'est rat, mais permets-moi, sans mauvais jeu de mots, de faire l'avocat du diable ici. Ah, ben, vas-y. Parce que l'Inquisition a fait beaucoup de choses absolument terribles, mais il y a certaines choses qu'ils n'ont pas fait. Ah, puis je tiens à dire, oui. je tiens à mettre un petit bémol. Oui, l'Inquisition a utilisé ces techniques-là, mais il y avait quand même des débats au sein de l'Église catholique sur la légitimité des pratiques de tout ça. Oui. Après, ils ont-tu réellement arrêté ça? Non, mais ils n'étaient pas tous d'accord, au moins. Oui, puis il y a des affaires qui... Bon, premièrement, j'ai dit au début, le traité leur autorisait l'utilisation de la force ou de la torture pour faire avouer une personne. C'est quoi qui était permis? La première chose, c'est que la torture ne pouvait pas mettre la vie de la personne en danger ou lui faire perdre un membre. Ça, c'était première affaire. Deuxième affaire, vous ne pouviez pas le faire plus d'une fois. Et vous pouviez le faire seulement si la personne semblait coupable, pas si elle était, pas si elle semblait innocente. Mais sembler coupable, qu'est-ce que ça insinue? Eh bien, le dernier... cette personne a un casting de méchant. Tu sais, je sais pas, je trouve que c'est pas légitime. Ben, le dernier critère était pour clarifier ce point-là. Regardez comment il a l'air coupable. le dernier critère était que l'inquisiteur lui-même avait des preuves sans aucun doute que l'accusé était coupable. Bon. Et ça, c'est là où le bas blesse. Et c'est sans doute que l'héritage le plus intéressant de l'Inquisition, c'est cette clause-là. Parce que, effectivement, vous prenez des gens comme Bernardo Guy, ou je l'appelle avec son nom du nom de la rose, mais Bernard Guy ou Torquemada, et une preuve sans l'ombre d'un doute, c'est très vague. Mais tout au long de l'Inquisition, cette clause-là a été amendée. Il y a eu de nouveaux critères. C'est quoi une preuve sans l'ombre d'un doute? Et ce qui a été décidé par l'Inquisition, ce qui a été amendé par l'Inquisition, ça s'est ensuite retrouvé dans les codes de loi. Et ça fait en sorte que ça a été quand même un début de qu'est-ce qui constitue un châtiment justifié et qui constitue un châtiment non justifié. Au moins, l'Inquisition a eu ça de bon de se dire, ouais, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Mais aussi, et ça, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, alors je vais passer rapidement dessus, il y a plusieurs instruments de torture qui ont été associés à l'Inquisition qui n'ont jamais été utilisés par l'Inquisition. C'est bien ça. Mais c'est bien ça. C'est bien ça. Je me lâche là ces commentaires, écoute. C'est parfait. Le plus connu est la Vierge de fer. La Vierge de fer n'a jamais été utilisée par l'Inquisition. Elle n'existait pas à l'époque de l'Inquisition. Mais elle a servi comme engin de torture quand même à un moment donné. Oui, bon, mais pas par l'Inquisition. Pas par l'Inquisition. Ça a été associé à l'Inquisition, mais faussement. OK. Et il y a plusieurs autres comme ça. L'étau à pouce n'a pas été utilisé par l'Inquisition. Souvent, on associait ça. Vous connaissez un étau que vous tournez et vous mettez le pouce à l'intérieur. C'est un engin de torture. Ça a réellement été utilisé, mais ça n'a jamais été utilisé par l'Inquisition. Ça a été étudié par le conseiller d'Élisabeth I en Angleterre. Même chose pour la tête, mettre la tête dans un étau, ce n'est pas quelque chose que l'Inquisition faisait. En fait, la majorité des caractéristiques ou des engins de torture qu'on voit associés à l'Inquisition, l'Inquisition n'était pas très complexe dans ses méthodes de torture, elle était juste appliquée. Il n'y a jamais eu de labyrinthe de rats greffé après le visage de quelqu'un. Ça, c'est pas l'Inquisition qui faisait ça. Ça a été utilisé, par contre, dans des techniques de torture, des techniques de torture des néerlandaises et à la Tour de Londres. En fait, je regarde ma liste, là, puis pas mal de torture anglaise ici. OK. Ah oui, il était fort là-dessus. Il était inventif, il était créatif. Alors, voilà. Donc,
En résumé, l'Inquisition, pas une gang de gentils, mais aussi, grâce à leurs travaux de pas gentils, maintenant on sait comment être plus gentil. Du moins, j'espère. Mais ça, c'est ce qu'on saurait si on regardait du côté de la culture. Culture. Petit segment culturel. Je pense qu'on ne peut pas passer à côté parce qu'on le nomme depuis le début de cet enregistrement. Monty Python Flying Circus, en Ouais. 1970, a son sketch sur l'Inquisition espagnole qui débarque et qui arrive de nulle part. Et leur slogan, c'est « Personne ne s'attend à l'Inquisition espagnole. Nobody expects the Spanish Inquisition. » Yes. Ce qui était un running gag parce que concrètement, tout le monde s'attendait à l'Inquisition espagnole. C'était représenté pour tout le ridicule que ça avait, en fait. Il était présenté, il était tout en rouge, il rentrait à quelque part, puis c'était l'Inquisition espagnole, la gang de la torture. Mais l'Inquisition, ça a eu le dos large pendant très, très longtemps. Ça a été démonté au début, à fin 19e, début 20e siècle. Et ensuite, ça a existé comme une espèce de conseil au sein du Vatican. D'ailleurs, si vous avez vu différents films sur les exorcistes, eh boy, vous connaissez exactement ce bureau-là. Mais pendant un bon moment, c'était vu comme la raison numéro un de résister à la Renaissance. La raison pourquoi l'Inquisition espagnole a été terminée, s'est faite éliminer par Isabelle II, c'est parce que c'était une manière de finalement séparer l'État du clergé en Espagne, parce que c'était ça la Renaissance, c'était que le clergé arrête d'avoir une toute-puissance sur l'État. Et ça fait que pendant une grande partie du 19e, 20e siècle, dans les écrits, dans les représentations au théâtre, dans les films, il y avait bon nombre de représentations d'un inquisiteur ou d'une inquisition qui étaient des vieux bonhommes cruels qui mettaient du monde à mort pour aucune raison. Mm-hmm. C'est souvent ça qu'on voit maintenant. C'est l'image qui est restée. Moi, c'est l'image qui m'est restée aussi, je te dirais, quand même. Mais c'est sûr que c'est pas juste ça, là. Mais tu sais, ça a été représenté. Oui. Ça prend beaucoup de place dans l'imaginaire, on va se le dire. Ça prend beaucoup de place dans l'imaginaire. Il y a plusieurs auteurs qui s'en sont servis, qui en ont représenté. J'ai déjà parlé j'ai même eu la recommandation du Nom de la Rose, le livre écrit par Umberto Eco, qui met en scène, qui se passe entièrement dans un monastère, et à la fin, il y a l'Inquisition qui débarque, et Bernard Guy qui débarque en personne et qui s'en va accuser les prêtres, les moines, qui va leur faire des confessions, qui va les torturer. Pour moi, ça a été une de mes premières expositions à l'Inquisition historique. Il y avait Monty Python, mais de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait Mel Brooks dans History of the World, qui a une section sur l'Inquisition espagnole qui met en scène Tomás de Torquemada dans une version comique, une version parodique. Il faut dire que Mel Brooks étant une institution de la comédie américaine et juif par-dessus le marché, tous les aspects, tous les endroits où les Juifs ont été persécutés, pour lui, c'était une source incommensurable de comédie. Il riait essentiellement de ce qu'on ne pouvait pas rire. C'était ça son truc. Donc, dans History of the World, encore, les jeux vidéo sont tombés dedans à fond. La série des Assassin's Creed, bien sûr, Tomás de Torquemada est un adversaire dans un des Assassin's Creed, bien sûr. Il y a eu aussi le jeu Dragon Age Inquisition, qui lui n'emprunte que le titre. Ce n'est pas vraiment l'Inquisition au sens catholique du terme, c'est juste qu'ils ont le terme enquête, des enquêteurs, des inquisiteurs. Ouais, c'est ça qu'ils ont pris. Et, je suis obligé de le dire parce que moi, c'est comme ça que j'ai appris le mot Inquisition. Warhammer, l'univers de Warhammer, spécialement l'univers de Warhammer 40 000, dans lequel l'Inquisition est une des forces les plus fortes de la galaxie et qui a l'autorité de mettre des mondes à feu et à sang s'ils sentent
la présence de l'hérésie sur ce monde. Ce que je viens de vous dire là, c'est la phrase qui résume l'ensemble de l'univers de Warhammer 40 000. Tout est Ouais, hérésie. tout est hérésie, effectivement. Voilà. Si on devait faire des recommandations, que Et là serait-ce-t-elle? là, moi j'aurais comme recommandation un ouvrage appelé L'Inquisition, mythe et réalité, qui a été écrit par Jacqueline Martin Bagnodez, pardon, j'ai massacré son nom. Ça vient des éditions des Clés de Brouwer. Ça a été écrit en 1992, mais quand même des trucs pas pires, si vous voulez un peu vous remettre en contexte d'époque, voir c'est quoi, puis de voir aussi la part des choses. Et je vous ferai une recommandation touristique si vous êtes dans le coin, soit de la Belgique ou d'Amsterdam. Je sais que dans ces deux coins-là, il y a des musées appelés Musée de la Torture. Si vous avez des reins assez solides et que vous voulez voir des engins de torture qui ont été réellement utilisés à des fins d'inquisition ou autre chose, vous en aurez le cœur net et pour voir à quel point l'humain fait des hommeries. Voilà. L'homme fait de l'hommerie. Oui. Moi, ma recommandation ce mois-ci est particulièrement simple. Je vous demande, vous et un groupe d'au moins 7 amis, de vous faire une grande partie de jeu de loup-garou. Pourquoi? Parce que si vous voulez une simulation de chasse aux sorcières, vous allez l'avoir. C'est tellement bon, puis en plus, les raisons sont presque les mêmes qu'à l'époque, là, parce que souvent, c'est comme lui, il parle trop, on le brûle. Ah, Oui, lui, il est habillé il a en l'air rouge. louche. Oui, Lui, il parle pas assez, on le brûle. lui, de la barbe. C'est vraiment ça, souvent les raisons de choisir de mettre quelqu'un bouché dans le loup-garou. Bien vu, très bien joué. Voilà. Vous voulez faire l'expérience en personne? Allez-y. Mais, Sabrina, Oui. là, on a parlé de l'Inquisition aujourd'hui, mais on n'a pas fini de parler des hommes qui font de l'hommerie et des accusations non fondées parce que On l'Halloween arrive. va, on va en reparler sous une autre facette, une autre lumière. En fait, à la prochaine pleine lune, nous allons vous exposer cette célébrité un peu gloomy, mais qui fait partie de notre folklore bien québécois, l'histoire de la Corriveau. Corriveau pour l'Halloween. On se revoit à la prochaine pleine lune.